Bonsoir à tous et bonsoir à toi Ludovic. Donc merci d'avoir accepté mon invitation ce soir. Eh ben, bonsoir à tous et bonsoir à toi, Steven. C'est vraiment avec plaisir. Super. Du coup, j'ai voulu t'inviter ce soir justement pour que tu puisses partager ton histoire, ton expérience, parce que pour moi, je trouve que tu as une histoire assez extraordinaire. Pour la petite histoire, justement, on s'est rencontrés il y a quelques mois de ça à un séminaire qui se trouvait à Strasbourg. Donc c'est à peu près à 1000 kilomètres de chez moi. Et justement, pour la petite histoire, on s'est rencontrés là-bas physiquement, alors qu'à la base, on est voisins. On habite normalement à 15-20 minutes l'un de l'autre. Et pour la première fois, on se rencontrait physiquement là-bas. Donc, moi, à travers cet événement, justement, ce séminaire, tu es intervenu là-bas, justement. Et j'ai vu en toi une personne vraiment inspirante, notamment à travers ton parcours, serial entrepreneur, multi-investisseur, aussi d'autres activités, nombreuses activités, ton parcours entrepreneurial, tout ça, j'ai trouvé vraiment ça inspirant. Et justement, bah déjà, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire ce que tu fais et qui tu es? Oui, alors d'abord un grand merci, Steven. Ça me fait vraiment plaisir de répondre à ton invitation et puis de pouvoir partager, en effet, surtout dans ces moments difficiles que nous vivons. Donc, parce que des moments difficiles, j'en ai traversé pas mal dans ma vie. J'ai commencé à entreprendre en fait juste après une crise importante qui était la guerre du Golfe. C'était dans les années 90. Et donc, j'ai commencé à entreprendre dans un moment où c'était difficile, où le marché de l'immobilier aussi était difficile, c'était bloqué. Et puis, j'ai traversé pas mal de crises entre deux, y compris des crises personnelles, d'ailleurs, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mhm. Donc, c'est à peu près 30 ans d'entrepreneuriat où j'ai créé en effet une centaine d'entreprises. Et j'ai tout connu de l'entrepreneuriat, je dirais. J'ai connu, on va commencer par les hauts. J'ai introduit une de mes entreprises en bourse. Suite à ça, je suis devenu un des plus jeunes entrepreneurs de France à faire fortune. Et puis, ensuite, j'ai voulu redémarrer. Alors, tout le monde me conseillait d'y aller cool, de profiter de la vie. J'ai voulu, parce que j'ai encore des choses en fait à me prouver et à prouver aux autres. Donc, j'ai voulu recréer un groupe qui était présent dans l'immobilier, dans la construction bois et dans l'hôtellerie. On a eu jusqu'à 40 hôtels. Et en fait, ce groupe a été emporté en fait avec la crise des subprimes, donc une autre crise. Donc, c'était la dernière grande crise économique et financière. Hein, c'était de 2008-2009 même jusqu'à 2010. Et notre groupe, nous, a été emporté et ça s'est terminé pour moi par un dépôt de bilan. Ça a été très, très douloureux. Donc, et aujourd'hui, alors aujourd'hui, je continue à être libre financièrement. J'étais déjà libre financièrement, mais je continue grâce à l'immobilier. Parce qu'en fait, j'avais un parc immobilier important, puisque j'ai eu un parc immobilier qui a compté jusqu'à 1000 biens. Et donc, c'est l'immobilier en fait qui m'a sauvé, qui m'a évité en fait de me retrouver donc à la rue. Donc, c'est vrai que ça peut aider aussi certaines personnes qui souhaitent se lancer en ce moment dans l'immobilier, peut-être certaines personnes qui nous écoutent ou qui vont nous écouter. C'est vraiment l'immobilier, ça peut vraiment vous aider si vous êtes entrepreneur, si vous avez une activité quelconque. L'immobilier, ça peut vraiment vous sécuriser à côté en cas de difficulté. Et aujourd'hui, en fait, malgré la crise qu'on traverse, bah, je suis plutôt serein, je dirais, parce que voilà, je sais que quoi qu'il arrive, voilà, l'immobilier il est toujours là, il risque même de prendre de la valeur si l'inflation repart. Enfin, on parlera certainement de tout ça. Donc voilà, donc beaucoup d'entrepreneuriat, beaucoup d'immobilier également, et ma passion, en fait, Steven, c'est entreprendre et c'est réaliser des projets dans l'immobilier. Ça, c'est ce qui me passionne. D'accord. Bah, c'est ce que j'ai justement remarqué chez toi, c'est ce côté-là d'entrepreneur et aussi à travers l'immobilier, parce que je sais que tu as un côté aussi très zen à travers ce que tu fais, assez éthique, et c'est ça que j'ai vraiment apprécié. Et justement, bah, dans ton parcours, bah, à quel moment tu as eu ce déclic d'investir dans l'immobilier? Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu as déjà été salarié justement, ou est-ce que tu es passé direct entrepreneur, investisseur? Alors, j'ai été salarié pendant 2 ans, je crois, 2, 3 ans, peut-être tout au début de ma vie professionnelle. Et très rapidement, en fait, en parallèle de mon salariat, j'ai monté une entreprise. Enfin, j'ai pas créé là une entreprise, j'ai même repris une entreprise parce que moi, j'ai démarré sans argent, sans aide, sans formation particulière. Mais j'avais vraiment envie, en fait, d'entreprendre. Et j'avais compris, en fait, qu'on pouvait reprendre les parts d'une société, vous pouvez racheter une société, en fait, pour 1 euro. D'accord. Et quand j'ai compris ça, en fait, je me suis dit, bah, pourquoi pas? Alors, évidemment, il faut chercher une entreprise qui est en difficulté, une entreprise qui est du passif, hein, parce qu'on rachète l'actif, mais on rachète également les dettes de l'entreprise. Mais bon, peu importe, ça m'a permis de me lancer sans argent. Donc,
donc avec 1 euro. Puis progressivement, quand les bénéfices sont apparus, j'ai remboursé donc les dettes de l'entreprise. Et voilà, c'était une réelle envie. Et mon premier domaine d'activité, ça a été, enfin, les 2 premières boîtes que j'ai rachetées, ça a été parc de loisirs, parce que c'était très tendance donc à ce moment-là. Parc de loisirs, restauration, et puis il y avait un peu d'hôtellerie. Voilà, c'est dans ces domaines-là que j'ai commencé donc tout au départ. D'accord. Et du coup, par rapport à ça, après, tu es passé à l'immobilier, du coup, c'est ça? Euh, oui, alors d'abord j'ai investi pour moi donc en tant que résidence en fait. Donc ça, dès que j'ai eu une petite capacité d'endettement, donc dès que j'ai commencé à avoir des revenus, en fait, j'ai acheté mon premier appartement. Donc, je crois que je vais avoir 23 ans. Et mais après, quand je suis passé donc à la vitesse supérieure, ça a été quand j'ai vendu mes premières affaires, donc mes 2 premières affaires, je les ai vendues sans gagner beaucoup d'argent d'ailleurs, mais bon, peu importe. Et j'ai un de mes amis qui était sur La Rochelle. En fait, j'étais pendant l'été, en fait, pendant mes vacances, en tant qu'étudiant, j'étais prof de tennis, en fait. Et donc, je me suis fait des copains là-bas. Et il y en a un qui m'appelle et qui me dit, donc c'était oui, juste après avoir vendu mes premières boîtes, j'avais, je sais pas, 27 ans, 28 ans. Il m'appelle et il me dit, ouais, Ludovic, est-ce que ça t'intéresserait d'acquérir un appartement pour quelques euros par mois? Et j'avoue que je dis, attends, on m'explique là. Et donc il m'expliquait que d'un côté, j'allais faire un crédit. Et puis de l'autre, j'allais toucher des loyers, j'allais avoir une économie d'impôt. Hein, c'était le début de la défiscalisation, en fait, pas très connu à l'époque. J'allais avoir une économie d'impôt et la différence entre les deux, c'était l'équivalent de quelques euros par mois. Et là, j'ai dit, mais c'est génial ce truc. Donc j'ai conseillé à d'autres personnes de le faire. Et je me suis dit, il y a certainement quelque chose à faire. Donc, toi, c'est venu vraiment un peu par hasard. En fait, cette opportunité, elle est venue par hasard. Je me suis dit, il y a un truc à faire autour de ça. Et donc, j'ai décidé de lancer ma boîte. Et cette boîte, elle a une croissance phénoménale, puisqu'on a une croissance entre 100 et 200% par an pendant 6-7 ans. Ensuite, j'ai introduit en bourse et ensuite, j'ai revendu. Et là, j'étais donc dans le milieu de la défiscalisation. Parce que souvent, si tu veux, on a l'impression que tout ça, c'est compliqué, c'est lourd, etc. Mais en fait, c'est simple, quoi. Et la vie, c'est simple. C'est simplement aussi bien écouter les opportunités, bien être attentif aux opportunités que la vie nous amène, et puis savoir les saisir au bon moment, c'est tout. D'accord. Parce que moi, c'est ça que je trouve vraiment impressionnant. Tu parles de 1000 biens. Tu as eu jusqu'à Ouais. 1000 biens. Donc, comment on peut arriver de partir de zéro, justement, à 1000 biens et du coup, en combien de temps ça t'a pris? Ça s'est fait en moins de 10 ans Mhm. et en parallèle de mes activités d'entrepreneur. Donc, c'était même pas un plein temps pour moi, loin de là. Si tu veux, comment ça s'est fait? Alors, d'abord, ça s'est fait, tu sais, toujours avec le même réflexe d'aller au taquet de sa capacité d'endettement. Et alors, ça m'est arrivé aussi de jouer un peu, entre guillemets, avec les banques, c'est-à-dire de faire plusieurs emprunts en même temps dans des banques différentes pour accélérer un peu le processus. Et puis après, ça s'enchaîne, si tu veux, parce que ensuite, j'ai commencé à avoir donc 1 bien, 2 biens, 10 biens, 20 biens, 30 biens, etc. Et puis à certains moments, et puis après, je me suis structuré. J'ai organisé avec une société holding, et puis ensuite des filiales. Donc ça devenait quelque part aussi une entité. Et les banques, elles regardaient plus mes revenus. Donc au bout de quelques années, elles regardaient plus mes revenus. Elles regardaient les revenus de cette société. Et comme les revenus étaient très corrects, ils étaient bons, parce que je faisais aussi un petit peu de marchand de biens, un petit peu d'achat-revente, eh bien, à ce moment-là, voilà, elles ont continué à me prêter. Et puis après, c'est pas les 1000 biens, si tu veux, c'est pas 1000 fois un bien. Mhm. En fait, ça s'accélère, c'est-à-dire qu'au départ, oui, c'est un bien par un bien. Et puis après, tu achètes un lot de 2, 3 appartements ou 2, 3 immeubles. Puis après, puis ça s'accélère encore. Une fois, par exemple, on a acheté une foncière entière dans lequel il y avait 120 ou 130 lots. Donc voilà, parce que c'était l'opportunité, parce que voilà, Mais les choses, elles se présentent au fur et à mesure, parce que bien sûr, si on m'avait proposé cette foncière où il y avait 120 ou 130 lots quand j'ai commencé, j'aurais même pas regardé, ça m'aurait paru délirant. Mais au bout de 5-6 ans, quand on commence à avoir du patrimoine, on se dit pourquoi pas, on regarde, et puis voilà, c'est comme ça que les choses s'accélèrent, et c'est comme ça, en effet, qu'on arrive à 1000 biens. Alors, pour être quand même précis, Steven, aujourd'hui, c'est plus 1000 biens. Alors pourquoi? Parce que, alors d'abord, ces 1000 biens, ils étaient un peu éparpillés dans toute la France. Et donc, j'ai décidé, il y a 7-8 ans, de me recentrer.
géographiquement, parce qu'on avait des biens dans la région parisienne, on avait dans le sud-est, on avait dans les Alpes, on en avait en Bretagne, on avait dans le nord, partout, et ça devenait un peu compliqué à gérer. Et donc, on a décidé de se recentrer géographiquement sur un triangle La Rochelle, Pau, Saint-Jean-de-Luz, on va dire. Mhm. Et puis également de se recentrer sur des biens plus importants. C'est-à-dire, j'ai vendu les maisons, les appartements, les locaux commerciaux individuels, et j'ai racheté plutôt des hôtels. Alors un hôtel, c'est je dirais entre 1 et 4-5 millions d'euros pour une unité. Donc ça, évidemment, ça fait beaucoup moins. Donc aujourd'hui, on a 4 hôtels, on a un restaurant, tout ça, on les exploite. Et puis à côté, on a encore pas mal quand même de locaux commerciaux et encore des logements, mais plutôt des locaux commerciaux, des locaux de bureaux également. On a également des bureaux, des centres d'affaires, des choses comme ça. Voilà. Mais il y a plus 1000 lots. Donc, je sais pas, je compte pas, mais il y a moins de lots, mais beaucoup plus importants. D'accord. Donc ouais, donc c'est là où j'allais en venir justement, savoir un peu comment tu avais diversifié tes investissements, parce qu'on parle beaucoup d'immobilier, faire d'investissements locatifs, ça peut être en général. Toi, apparemment, tu t'es diversifié, donc un peu dans quoi tu t'es projeté dans tes projets d'investissement? Ouais, c'est une bonne question. Alors, j'ai tâtonné parce qu'au départ, moi, j'étais un autodidacte de l'immobilier. Puis à l'époque, il n'y avait pas de formation comme il y a aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, la formation sur le web, c'est top, quoi. Ouais. Tout le monde en fait. Moi, j'en fais également sur la partie investissement immobilier. Et ça, c'est top parce qu'on gagne vachement de temps. Et il n'y avait pas non plus de coach en immobilier d'investissement. Il n'y avait pas tout ça. Donc, je me suis lancé comme un autodidacte. J'ai tâtonné, j'ai fait plein d'erreurs au départ. Et donc, j'ai acheté, au départ, ouais, j'ai acheté ce qui se présentait. Donc, c'était plutôt des appartements, des maisons, plutôt à La Rochelle, parce que j'habitais à La Rochelle. Puis après, ça s'est étendu. Et donc, si tu veux, ça s'est fait vraiment au gré des opportunités. Alors, pour être un peu plus précis, au départ, donc, habitant à La Rochelle, j'ai acheté des immeubles à La Rochelle. Donc, quand on a eu, je sais pas, une quinzaine, une vingtaine d'immeubles à La Rochelle, les prix rochelais sont devenus élevés. Les prix sont assez chers, c'est un petit peu moins que la côte basque, mais c'est un peu comme sur la côte basque. Et donc, quand les prix sont devenus trop chers sur La Rochelle, j'ai commencé à investir à Bordeaux. Puis c'était juste au moment où Juppé est arrivé, donc la ville n'était pas très chère. Il y avait des belles affaires à faire, donc je crois qu'on a acheté pareil une vingtaine d'immeubles même un peu plus sur Bordeaux. Quand Bordeaux est devenu trop cher, je me suis dit, plus pas assez de rentabilité, donc j'arrête. Et là, on a commencé à investir à Poitiers, à Niort, dans différentes régions de France. Et puis, on a commencé à investir un peu moins dans les logements, mais un peu plus dans les locaux commerciaux. Donc, on a investi dans des bureaux, on a investi dans des murs de boutique, des choses comme ça. Donc, j'ai testé aussi ce genre de choses. Et après, à l'usage, tu t'aperçois que chacun a ses avantages et ses inconvénients. Par exemple, les murs de boutique, tu as une bonne rentabilité, ou les murs de bureau, généralement, tu as une bonne rentabilité, mais tu as une plus faible plus-value, enfin, tu as une moins bonne plus-value, on va dire, que sur des logements. Parce que nous, sur certains logements, on a fait des plus-values de 200, 300%, donc on a multiplié par 3, en gros, en l'espace de 10-15 ans. Quoi. C'était, parce que aussi, à l'époque, il y avait un peu plus d'inflation aussi qu'aujourd'hui, mais l'inflation peut revenir. donc, euh, donc, euh, donc voilà comment ça s'est, voilà comment ça s'est. D'accord. Et justement, moi, il y a une question que j'aime bien savoir quand les gens investissent dans l'immobilier, c'est quand tu t'es lancé, c'était quoi ton objectif de départ et comment ça a évolué par rapport à voilà, ton enchaînement d'investissement et comment ça a évolué par rapport à ça, tes objectifs. Alors, au départ, ça dépend. Ça, c'est aussi des périodes de vie en fait. Moi, au départ, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat et donc dans l'investissement immobilier aussi, j'avais besoin, si tu veux, la première partie de ma vie professionnelle, j'ai vu pendant 10-15 ans, j'ai voulu gagner de l'argent. Je m'en cache pas aujourd'hui. C'était clair, je voulais gagner de l'argent, gagner de l'argent. J'avais une soif, en fait, de réussite. J'avais une soif de gagner de l'argent parce que je voulais prouver aux autres que j'étais capable. Je voulais me prouver également à moi que j'étais capable. Et ça, je me suis aperçu que c'était pas la bonne raison, en fait, pour entreprendre. Et c'est pour ça aussi que j'ai connu aussi un dépôt de bilan parce que j'étais pas, en fait, sur le bon chemin. Et c'est pour ça que j'ai voulu accumuler autant. C'était maximum, quoi. Maximum d'entreprises, maximum de biens. C'est pas une bonne chose. C'est pas ce que je préconise aujourd'hui. La bonne chose, en fait, aujourd'hui, c'est de se faire plaisir, simplement. C'est d'être bien dans ce qu'on fait, d'être bien dans sa vie, d'être bien dans son entrepreneuriat. Et certaines personnes, ça va être faire 2, 3 investissements immobiliers, même un seul investissement immobilier. D'autres personnes, ça fera 50 ou 100, mais surtout pas d'avoir une course effrénée au nombre de lots parce que ça n'a pas de sens en fait. Et ce qui est important, enfin aujourd'hui pour moi,
D'abord, c'est que ma vie, elle a un sens, c'est que je me fasse plaisir aussi, que je vibre dans ce que je fais. C'est plus d'accumuler de l'argent. Donc, je m'en fous. Oui, je suis pas aussi riche, entre guillemets, qu'avant mon dépôt de bilan, mais sincèrement, je m'en fiche complètement. Ce que je veux, c'est être bien. Ce que je veux, c'est être libre financièrement, donc pouvoir voyager quand j'ai envie de voyager, pouvoir acheter une résidence principale comme je le veux. Voilà, c'est vivre mes rêves en fait. Ce que je veux, c'est vivre mes rêves, mais surtout pas accumuler pour le plaisir d'accumuler. Donc là, c'est vraiment des périodes de vie, puis liées à ton expérience. Bon, moi, il a fallu l'épreuve en fait du dépôt de bilan pour que je me recadre. Bon, mais d'autres personnes ont plus de sagesse. Tu me disais juste avant qu'on démarre l'entretien, j'adorais ce que tu me disais, Steven, parce que tu me partageais le fait que tu allais partir enfin, pas en retraite, mais tu les isoler un peu des réseaux sociaux, etc. pendant un certain temps. Et ça, je trouve que c'est génial parce que j'ai pas eu la même sagesse à ton âge et je voulais accumuler, mais c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Et quand on a la capacité, en effet, de s'observer et de voir qu'à un certain moment, on a la tête dans le guidon, qu'on on a plus les yeux qui brillent, on est plus animé, on est plus passionné en fait par ce qu'on fait. C'est que là, on a perdu son chemin quand on est plus sur le bon chemin. Ouais. Ouais, bah, j'imagine, parce que justement, bah, ça fait une bonne transition par rapport à ça, parce que tu as parlé du fait que tu as fait ce dépôt de bilan. Donc, quelles ont été les conséquences pour toi et comment tu as réagi face à ça? Donc ça, c'était il y a 7, 8 ans, 8 ans. Ça a été un désastre pour moi parce que c'était la pire des choses en fait qui pouvait m'arriver. La pire des choses. J'ai tout fait vraiment pour éviter le dépôt de bilan. Euh, et quand il a eu lieu, parce que vraiment, voilà, on était asphyxié suite à la crise, on était complètement asphyxié au niveau de la trésorerie, je pouvais vraiment pas faire autrement. Eh bien, je suis tombé vraiment très très bas. Quoi. Je suis tombé au fond du trou, vraiment. Euh, alors, pour moi, c'était le dépôt de bilan. Pour d'autres personnes, ça sera une séparation, une maladie grave, un burn-out, un licenciement, peu importe. Mais souvent, en fait, enfin, souvent, quand on n'est pas sur notre chemin, en fait, souvent, on a une épreuve à ce moment-là de vie qui intervient et qui nous repositionne et qui permet, en fait, tu sais, que quelqu'un a un cancer, par exemple, on se dit, ouais, mais c'est parce qu'en fait, il y a un truc qui dysfonctionne, en fait, dans sa vie. Et alors, moi, quelque part, ça n'a pas été une maladie grave, ça a été un, ça a été ce dépôt de bilan, mais pour d'autres personnes, ouais, ça peut être un burn-out, ça peut être des choses comme ça. Mais vraiment, en tout cas, je suis tombé, ouais, pour répondre à ta question, je suis tombé vraiment très, 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 très bas. Pour remonter, en fait, comment dire, je suis allé chercher de l'aide. Je suis allé chercher de l'aide bon, de thérapeutes, de psychologues, de philosophes aussi. Je suis allé même aller voir des chamans, je suis allé voir des sages, des gens qui m'ont appris en fait sur la vie. Parce que j'ai voulu comprendre en fait un petit peu le sens de la vie, le sens de ma vie aussi, ce que j'étais venu faire sur cette terre. Et donc ça m'a permis de complètement me repositionner. Alors ça a été progressif, hein, mais en quelques années, quelque part, je me suis complètement repositionné. J'ai arrêté cette soif de toujours plus et je me suis réorienté vers le fait de me faire plaisir et le fait également de transmettre. Parce qu'aujourd'hui, ce qui me fait plaisir, c'est pour ça que j'ai répondu à ton invitation, c'est de transmettre, c'est pouvoir passer un message justement aux autres, peut-être pour leur éviter justement des épreuves comme ça, ou s'ils ont connu ou s'ils sont dans une épreuve, c'est pouvoir les aider et pouvoir leur dire qu'il y a autre chose derrière. Il y a toujours un cadeau en fait derrière une épreuve comme ça. Mmh. Et donc le cadeau, voilà, moi je l'ai découvert, c'est le fait de se réorienter, de vivre peut-être plus sereinement, plus posé, d'avoir une qualité de vie vraiment qui nous plaît. C'est pour ça que je pense que tous les deux on vit au Pays Basque. Hein. En tout cas, pour moi, je vis au Pays Basque pour la qualité de la vie. Ouais. Et après, c'est donner un sens à sa vie. Et moi, j'ai trouvé le sens de ma vie comme ça, en transmettant un message. Alors, ça peut être par une conférence, ça peut être par une conférence en ligne comme on fait. J'ai écrit un livre, voilà, je partage également. Donc, j'ai pas mal de groupes. Je suis assez présent sur les réseaux sociaux. J'ai plus de 100 000 personnes aujourd'hui qui me suivent sur les réseaux sociaux. Et ça m'anime parce que je vois que je peux apporter quelque chose aux autres. Et ça me fait plaisir, quoi. C'est irremplaçable pour moi. D'accord. Mais c'est ça que je trouve hyper inspirant chez toi parce que tu partages justement à travers ton expérience. Et justement, comme tu l'as dit, tu as traversé de nombreuses crises. Là, actuellement, il se passe beaucoup de choses. Donc, il y a l'histoire de ce virus, il y a l'histoire de la crise financière en parallèle. Toi, comment tu réagis face à ça? Comment tu as pu surmonter ces différentes épreuves et c'est quoi ton sentiment là-dessus?
Alors, tout d'abord, et ça c'est nouveau, j'ai pas de peur. J'ai vraiment aucune peur par rapport à cette crise, ou même par rapport à une crise qui pourrait m'arriver. Euh, parce que j'ai compris en fait que derrière chaque crise comme ça, il y a une opportunité en fait. Que ce soit une crise personnelle ou une crise collective, comme on vit aujourd'hui, il y a un cadeau, il y a un cadeau derrière. Donc j'ai vraiment plus de peur et ça n'a pas été le cas toujours, hein. Bien évidemment, pendant très longtemps, en fait, j'étais vraiment angoissé, surtout quand j'ai vécu mon dépôt de bilan, mais j'ai cette angoisse en permanence, j'avais une boule au ventre, en fait, j'étais même paralysé par la peur à certains moments. La peur de pas pouvoir faire les salaires de fin de mois, la peur de pas trouver de solution, etc. Puis je me suis aperçu, en fait, à force de vivre comme ça, que tout a sa raison d'être. En fait, ce que j'ai vécu, bah, c'est bien, il y avait un cadeau derrière. Et pour revenir à cette crise actuelle, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre ses précautions, hein, mais on va y revenir peut-être par rapport aux précautions à prendre aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, qu'il faut les subir de plein fouet, mais ça veut dire que derrière, c'est pas par hasard. Toi, quand tu m'as parlé tout à l'heure et de ta période où tu vas te mettre en off là, pendant un certain temps, ça t'est permis et ça nous est permis à tous parce qu'on vit en confinement, parce qu'on a du temps en fait, parce que nos activités ralentissent. Et ça, quelque part, c'est une opportunité qu'il faut saisir. Donc, moi, j'invite vraiment chaque personne, en fait, à prendre un moment pour soi, peut-être à faire un point sur sa vie, à regarder bah, si on est bien dans sa vie, si on est toujours, on vit la vie qu'on a envie, on vit ses projets de vie, voilà, euh, est-ce qu'on est en joie dans ce qu'on fait, et si c'est pas le cas, c'est peut-être de se réorienter. Donc, se poser un certain nombre de questions. Il n'y a pas de vérité hein, par rapport à ça, mais ça soit à chacun d'entre nous, au fait, de se poser un certain nombre de questions. Qu'est-ce qui m'anime vraiment? Qu'est-ce qui me fait plaisir dans la vie? Quels étaient mes rêves quand j'étais enfant? Enfin, etc. Il y a tout un tas de questions qu'on peut se poser et qui peuvent nous aider, en fait, à nous réorienter. Ou à réaligner, en fait, ces différentes activités. Et même moi, je vais en profiter aussi. Je vais prendre aussi un temps pour moi, là, vraiment pour me poser et pour voir si je peux pas soit avoir un impact différent, soit changer certaines choses. Mais pour revenir à ta question par rapport à cette crise maintenant, oui, il y a des réactions à avoir, à mon avis. Alors, bon, certaines personnes qui nous parlent sont entrepreneurs, sont chefs d'entreprise, d'autres ou sont en profession libérale ou indépendants, puis d'autres personnes sont peut-être salariées mais veulent se lancer ou veulent se lancer dans l'investissement immobilier. C'est pas grave, je vais essayer de donner quelques clés qui sont valables pour tout le monde. Je dirais la première chose, c'est bon, alors déjà se protéger soi, protéger ses proches. Ok, respecter le confinement, tout ça tout ça c'est ok. Il faut pas jouer avec ça, je dirais. Donc on se protège. Et pour ça, c'est reprendre le pouvoir sur sa vie, parce que il y a des choses qu'on maîtrise, il y a des choses qu'on contrôle dans la vie, puis il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Cette épidémie de coronavirus, on ne le maîtrise pas, on ne le contrôle pas. C'est complètement inattendu, ça nous tombe dessus. Par contre, il y a des choses qu'on peut contrôler dans sa vie. On peut renforcer, par exemple, ses défenses immunitaires. Alors, pour renforcer ses défenses immunitaires, on peut ralentir, être moins stressé, dormir mieux. On peut prendre de la vitamine C, de la vitamine D, prendre le soleil, par exemple, quand il y en a, prendre du chlorure de magnésium. On peut faire le jeûne intermittent. Moi, c'est un truc que je pratique depuis plusieurs mois maintenant. Le jeûne intermittent, en fait, c'est on ne mange pas pendant 16 heures. Donc, par exemple, donc nous, on mange le soir vers, mettons, 20h et 20h30, et le lendemain, je remange qu'à 12h30, par exemple, ou 13h. Tu vois. Donc, je laisse 16 heures, donc je petit déjeune pas, et je laisse 16 heures, donc, sans manger. Et ça régénère l'organisme, ça améliore ses défenses immunitaires. Ça, c'est des trucs qu'on peut contrôler, en fait. Donc, il y a, même par rapport à sa santé, son état de santé, sa vitalité, on peut contrôler des choses. On peut aller courir aussi, faire de l'exercice, faire de la marche. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est par rapport à soi et sa santé, prendre soin de soi et de nos proches. À côté de ça, au niveau financier, je pense qu'il y a des précautions à prendre. Nous, par exemple, aujourd'hui, on a nos 4 établissements hôteliers qui ont fermé, notre restaurant qui a fermé, on a tout un tas de locataires professionnels qui demandent le report des échéances de prêts, même des particuliers qui commencent à demander, etc. Donc, en gros, pas de revenus. Et donc, on a quand même évidemment des dépenses à côté, on a des salaires, on a bon. Donc, comme ça faisait longtemps
qu'on sentait cette crise arriver, pas le coronavirus, mais une crise financière, moi déjà je m'étais créé un matelas de trésorerie. Donc si vous avez un matelas de trésorerie, bah, c'est tout faire pour le conserver, ce matelas de trésorerie. Parce que par exemple, en tant que chef d'entreprise, si vous avez des salariés, dont on a pas mal de salariés, eh bien le chômage partiel, donc on a mis tous les gens au chômage partiel, ça c'est OK, sauf qu'il faut qu'on fasse l'avance du salaire. Il faut quand même avoir la trésorerie pour faire l'avance des salaires. On a des prêts qui sont encore en cours, on a demandé la suspension de certains prêts, on a des prêts qui sont en cours. Il faut quand même pouvoir faire face à certaines échéances. Donc c'est vraiment hyper vigilant donc, par rapport à sa trésorerie. C'est tout faire pour préserver sa trésorerie. Et encore une fois, on peut en profiter pour regarder toutes les dépenses inutiles qu'on a. Alors, c'est valable pour une entreprise, mais c'est valable aussi pour un particulier. C'est valable pour un entrepreneur qui est sur le web. Moi, je m'étais aperçu, par exemple, que je mettais des budgets sur le web. J'ai mis pas mal de budgets, par exemple, sur Instagram, avec une personne qui s'occupait de mon compte, etc. Instagram, ça m'apporte pas grand-chose. Eh bien, voilà, je suspends. J'arrête. Donc, ça permet de réorienter un peu aussi mes investissements et mes dépenses courantes. Et en fait, toutes les dépenses courantes, en fait, qui ne m'apportent pas directement, ben je les passe au crible. Donc, c'est ce qu'on a fait avec ma principale collaboratrice la semaine dernière. Pendant 2 jours, on a passé au crible toutes les dépenses et on a regardé ce qui est vraiment impératif, ce qui est moins important, ce qui est du domaine du confort. Parce que si c'est juste du domaine du confort, juste pour parler de soi, par exemple, sur le web, sincèrement, c'est pas ça l'important aujourd'hui. Donc voilà, c'est profiter de cette crise, toi, pour vraiment réorienter les choses et puis tout faire, absolument tout faire pour préserver de la trésorerie. Les banques sont plutôt sympas. J'ai eu 2 banques, moi, qui m'ont appelé. Une la semaine dernière, pas citer de nom, mais il y en a une qui m'a appelé la semaine dernière pour me dire, sur un crédit professionnel, qui m'a dit, écoutez, on peut suspendre pour une durée de 6 mois. Et là, sur notre dernière résidence principale, là, qu'on a achetée sur Biarritz, eh bien, la banque m'a appelé ce matin en me disant, bon, je sais que vous deviez la louer l'été, ça faisait une partie de vos revenus, donc si vous voulez, on suspend les remboursements. Alors là, c'est pendant 3 mois. Bah, j'ai dit, écoutez, OK. Donc, si la banque ne vous propose pas, vous pouvez également aller vers la banque pour leur demander, mais ils sont assez réceptifs. En tout cas, pour le moment, ils sont assez réceptifs. Donc oui, aujourd'hui, je peux faire face aux échéances de crédit, mais c'est pas grave. Je demande quand même la suspension parce que je sais que le nerf de la guerre, c'est la trésorerie. S'il n'y a plus de trésorerie, il n'y a plus d'entreprise, même à titre particulier, on a des plus graves difficultés. Donc vraiment, faites tout, absolument tout pour préserver votre matelas de trésorerie. D'accord, ouais, c'est super intéressant. Du coup, ouais, donc là, les axes sur lesquels se concentrer, c'est sur son bien-être personnel, prendre soin de ses proches, comme tu l'as dit, sur sa trésorerie. Et justement, par rapport à ça, et comment tu vois, toi, l'avenir de l'immobilier, justement? Est-ce qu'il va y avoir des opportunités qui vont se créer? Est-ce que ça va freiner, justement, par rapport au fait d'obtenir des crédits, ce genre de choses? Bon, alors, dans toutes les crises que j'ai vécues, comme ça, généralement, c'est toujours la même chose. Les gens ont peur, donc ça bloque tout. Donc, ça va bloquer certainement le marché du crédit. Enfin, ça a déjà bloqué le marché du crédit parce que j'ai des amis courtiers, etc., qui m'ont dit que plus rien, plus de boulot. Des amis agents immobiliers, plus de boulot. Donc, ça bloque le marché, c'est clair. Donc, ça veut dire qu'il va plus y avoir d'acheteurs pendant un certain temps. Et donc, bah, les vendeurs, alors il y a des vendeurs qui sont pas pressés, bon, pas de souci, mais il y a des vendeurs qui sont pressés. Et c'est là où ça peut commencer à devenir intéressant. Alors, bien sûr, je ne conseille pas d'investir aujourd'hui. Aujourd'hui, vraiment, le souci, c'est de préserver son activité, préserver sa trésorerie, bon, tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais quand les choses vont reprendre, dans 1 mois, 1 mois et demi, les activités vont reprendre. Moi, là, je pense qu'il faut être très ouvert aux opportunités et prêt à les saisir. Parce que la plupart des gens vont être encore paralysés par la peur, vont se dire ouais, qu'est-ce qui peut encore se passer, on attend. C'est peut-être le moment de faire des propositions en immobilier, alors des propositions basses. C'est pas sur un bien qui vaut 100 par exemple, moi j'hésiterais pas à faire des propositions à moins 20 ou moins 30%. Donc aller chercher une rentabilité supérieure, aller chercher un cash flow encore supérieur, parce qu'il n'y aura pas d'acheteurs. Donc, quelque part, ça va rendre service aussi à certains vendeurs qui sont pressés de vendre. Mais surtout, n'achetons pas à n'importe quel prix. Il ne s'agit pas de se relancer dans une frénésie d'investissement n'importe comment. C'est vraiment acheter en dessous du prix du marché, je dirais en dessous du prix du marché actuel, sachant que les fondamentaux de l'immobilier sont excellents. Ils sont excellents parce que aujourd'hui, on risque d'avoir une inflation qui repart.
Parce qu'en fait, il y a deux possibilités de sortie de cette crise. Un crash monstrueux, tout s'écroule, tout s'effondre. J'y crois pas parce qu'aujourd'hui, les autorités monétaires réinjectent déjà une quantité astronomique de monnaie, donc ça va faire perdurer le système. La deuxième solution, c'est une sortie par l'inflation, voire par l'hyperinflation. Et ça, je pense qu'en effet, ça peut se produire. Et quand on est investisseur immobilier, on est hyper protégé parce qu'en fait, on fait un crédit à taux fixe, donc notre mensualité, elle est fixe. De l'autre côté, en revanche, on va avoir nos loyers qui vont augmenter, qu'il y a l'inflation qui va augmenter, et la valeur de notre immobilier également qui va augmenter. Donc l'inflation, en fait, c'est hyper bon en fait pour l'immobilier. Donc ça, c'est tout bon. Également, je fais une parenthèse par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi pas débancariser un petit peu, un peu, hein, je dis bien, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Là, les choses ont une telle vitesse, si ça se trouve, tout va aller très bien. Mais pourquoi pas également, quand je dis débancariser, ça veut dire sortir peut-être des livrets bancaires, tous les produits bancaires, les livrets bancaires, sortir des comptes à terme, sortir, pourquoi pas même des produits d'assurance vie, et se réorienter, d'abord d'avoir un peu de cash sur ses comptes, d'en avoir un peu chez soi. Donc pourquoi pas avoir, selon ses disponibilités, mais 1, 2, 3, 4 mois de revenus de côté chez soi, si on en a la possibilité. Pourquoi pas acheter également quelques pièces d'or, ça peut être le bon moment, juste quelques pièces d'or qu'on conserve dans un compte. Donc tout ça, voilà, tout ça, c'est des possibilités au cas où. Bien sûr, moi j'espère qu'on n'en aura jamais besoin, mais au cas où, donc pourquoi pas être prudent. Pardon, c'est une parenthèse, Steven, mais pour revenir donc au marché de l'immobilier, donc pour moi les fondamentaux sont bons. L'inflation risque de repartir, donc l'immobilier c'est excellent. Il y a une tension sur le marché locatif, il y a une pénurie de logements, il y a une tension également sur les fonciers qui sont disponibles. Donc vraiment, je pense que les fondamentaux étant excellents, donc continuons à investir dans l'immobilier, mais en étant beaucoup plus prudent, beaucoup plus sélectif et en achetant donc bien en dessous du prix du marché. Ça, c'est ce que je pourrais dire. D'accord. Parce que c'est ça qui est important, comme t'en as parlé justement par rapport à ça, à ta réponse, c'est que quelque part, il faut chercher un peu à se diversifier. Peut-être pas tout mettre justement dans l'immobilier, peut-être d'autres perspectives justement d'investissement ou d'orientation de sa trésorerie. Et par rapport à ça, est-ce que, mis à part là, tu as parlé de dehors, est-ce qu'il y a d'autres choses dans lesquelles toi-même, à titre personnel, ou même que tu conseillerais de se lancer? Oui. Alors moi, tu sais, je vais uniquement sur les produits que je comprends. Exemple, moi j'ai des copains qui sont investisseurs dans les crypto-monnaies. Alors apparemment, je suis pas ça de près, mais apparemment ils ont fortement chuté là, il y a une semaine, un truc comme ça. Et ils investissent. Moi, je comprends pas comment ça fonctionne les crypto-monnaies. En tout cas, je maîtrise pas bien, donc j'y vais pas. Tout ce que je comprends pas bien ou tout ce que je maîtrise pas, je m'en éloigne. C'est le cas même pour les contrats d'assurance vie. Tu sais pas exactement ce qui peut se passer sur les contrats d'assurance vie. Tu sais pas exactement dans quel support, si c'est un multi-support, ils sont investis. En tout cas, tu maîtrises pas ça. Confiance à un gestionnaire. C'est pareil pour les SCPI. Tu sais, il y a des gens qui disent, moi, je vais investir dans les SCPI parce que c'est de l'immobilier, c'est en société. Bon, c'est déjà un moindre mal, peut-être par rapport à la bourse, mais moi, j'irai pas parce que, encore une fois, on maîtrise pas. Alors, ça fait 10 ans, toi, que j'ai pu investir en bourse, parce que quand j'ai vendu ma boîte, j'avais beaucoup d'argent et j'avais des banques privées qui m'avaient approché, des banques privées parisiennes, et qui m'ont dit voilà, on va vous mettre un gestionnaire de fonds à disposition, vous allez gérer le truc. Et ça peut être les plus beaux gestionnaires de fonds, etc. Ils m'ont fait perdre de l'argent, enfin, c'était il y a 10-15 ans, ils m'ont fait perdre de l'argent, beaucoup, ils m'ont fait perdre de l'argent. Et pourtant, c'était des grands professionnels. Moi, je suis pas du tout un professionnel de la bourse. Donc, par rapport à la bourse, je suis extrêmement prudent. Il y a des personnes qui sont très bonnes en bourse, mais ça dépend de vous. Si vous maîtrisez en fait la bourse, si vous êtes dessus régulièrement, pourquoi pas, mais vraiment maîtriser les choses. Parce que c'est vrai que quand les valeurs sont massacrées à moins 20, moins 30, moins 50%, c'est vrai qu'il y a certainement des affaires à faire. Alors soyez vraiment hyper sélectif, maîtrisez bien les choses. Et pour répondre à ta question, Steven, moi je vais uniquement sur les choses que je maîtrise. Donc l'immobilier, no problème. J'ai toujours gagné de l'argent dans l'immobilier, jamais eu de difficulté. Donc ça, je continue. Je continue vraiment à bien maîtriser mon marché aussi. Parce que l'immobilier, c'est pareil.
et c'est tellement différent d'une région à l'autre, c'est tellement différent d'un secteur de l'immobilier à l'autre. Les bureaux, le marché du bureau, c'est pas le marché du logement, c'est pas le marché de l'ancien, c'est pas le marché du neuf, etc. Enfin, il y a plein. L'hôtellerie, c'est pas les résidences étudiantes et autres. Donc, les marchés sont tellement différents qu'il faut vraiment se spécialiser ou s'entourer de spécialistes comme toi, Steven, qui est spécialiste en location courte durée. Voilà, ça c'est excellent. Tu maîtrises parfaitement ton marché. Et donc, soit on s'entoure de spécialistes comme toi dans ton domaine, soit on évite d'y aller. Donc moi, je suis très prudent, très basique. Immobilier, je reste sur l'immobilier. Or, parce que je sais que voilà, c'est une valeur refuge en cas de crash. Et après, de la disponibilité pour être prêt à saisir les opportunités. D'accord. Ouais, c'est super intéressant ce que tu partages, parce que justement, là, ce que j'ai vu beaucoup, c'est des gens passer, parce qu'on a vu l'effondrement boursier par rapport à tout ce qui se passe, et du coup, qui veulent se lancer dans la bourse, donc qui voient les opportunités par rapport à ça, et qui vont se lancer sans pas forcément de connaissances. Et est-ce que par rapport à ça, justement, il n'y a pas un risque de se planter? Toi, tu recommandes beaucoup de se concentrer sur ce qu'on maîtrise, sur ce qu'on se connaît. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est pour ça que moi, personnellement non plus, je vais pas forcément aller dans la bourse parce que j'ai pas de fonds à mettre, c'est pas quelque chose que je maîtrise. Mais ça serait peut-être de m'entourer de quelqu'un spécialisé là-dedans par la suite. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment pertinent ce que tu as partagé par rapport à ce fait de se diversifier et sur des choses justement qu'on maîtrise. Tu as parlé aussi du côté entrepreneurial. Est-ce que par rapport à ça aussi, donc tu as parlé du rachat d'entreprises, est-ce que tu pourrais en dire plus par rapport à ça? Parce que on parle beaucoup d'investissement immobilier ou autre. Moi, le rachat d'entreprise, c'est pas quelque chose que je maîtrise et je trouve ça vraiment intéressant que justement dans ces cas comme on est aujourd'hui, si on a un peu de trésorerie ou quoi, ça peut être intéressant de reprendre un business pour le relancer. Oui, ou même sans argent, parce que comme je disais tout à l'heure, moi je me suis lancé, j'ai repris des entreprises sans argent, parce qu'on peut reprendre les parts d'une société pour 1 euro. Donc oui, et ça peut être aussi le bon moment aussi pour le faire, parce qu'il y a des entreprises qui vont souffrir en ce moment avec la crise, donc pourquoi pas se positionner sur un rachat d'entreprise. Si tu veux, le rachat d'entreprise, ça permet d'aller plus vite, ça permet de gagner du temps, ça permet d'avoir un fonds de commerce qui existe déjà, ça permet d'avoir une marque éventuellement qui existe déjà. Donc, on gagne du temps. Donc, pourquoi pas, en effet. Et tout dépend de l'idée qu'on a. Toi, par exemple, moi, il m'est arrivé de racheter des entreprises pour les dupliquer derrière. C'est-à-dire, tu peux, enfin, tout dépend en fait de ce qu'on a envie de faire, mais tu peux tout à fait racheter une entreprise qui fonctionne. Et ton idée, c'est, je sais pas, je dis n'importe quoi, tu rachètes, je dis n'importe quoi, hein, mais une pizzeria. Tu rachètes une pizzeria, enfin un concept de pizzeria un peu particulier. Tu le rachètes, mais pourquoi tu vas racheter ça? Tout simplement parce que tu te dis, voilà, moi je vais développer en fait ce concept dans toute la France. Et là, ça va avoir du sens aussi de racheter parce qu'on gagne du temps. Parce que sinon, faire un pilote comme ça, faire une entreprise pilote, ça peut mettre plusieurs années pour qu'elle soit profitable. Donc ça peut avoir du sens. Sinon, ouais, je pense que c'est une bonne idée. Par contre, si vous rachetez une entreprise, en dehors du fait de la dupliquer, de racheter une entreprise qui fonctionne pour la dupliquer, moi, j'encourage plutôt à racheter une entreprise qui fonctionne mal. Parce que si elle fonctionne bien, vous allez la payer plein pot. Si elle fonctionne mal, là, vous allez pouvoir faire une affaire. Toi, par exemple, quand on rachète un hôtel, jamais je veux racheter un hôtel qui tourne à fond. Je ne vais jamais racheter un hôtel qui est 80% de taux d'occupation parce que je vais rien pouvoir rapporter. Donc, je vais pas faire de plus-value en fait derrière. Donc, je vais racheter un hôtel, soit qui est fermé, soit qui fonctionne vraiment mal parce qu'il est vétuste, parce que les gens savent pas, parce que c'est des personnes âgées qui tiennent l'établissement et ils savent pas trop comment procéder sur les réseaux sociaux, soit Booking, etc. Donc moi je vais racheter, on va mettre un coup de propre. C'est ce qu'on a fait au Pays Basque, par exemple. On a racheté 2 établissements comme ça, qui étaient très vieillots, enfin surtout le premier sur Asquin, il était très très vieillot. Il était même fermé d'ailleurs depuis quelques années. Et donc on a tout refait. Déjà on a tout refait. On a mis des méthodes de gestion dynamiques, en fait, comme celle que tu prônes, en fait, Steven, en optimisant les prix, etc. Mais ça dans l'hôtellerie, ça on maîtrise bien, c'est un domaine que je maîtrise bien. Et on a redynamisé cet établissement. Il faut savoir que les établissements saisonniers, enfin, sont plutôt saisonniers, je dirais, sur la côte basque. Enfin, nous, on est à Asquin, c'est à 6 km de Saint-Jean-de-Luz, mais voilà, c'est plutôt saisonnier. Donc, la plupart des établissements, ils sont fermés 4-5 mois par an. Nous, on est ouvert toute l'année, et toute l'année, on doit faire 75-80% de TO à l'année, ce qui est incroyable.
Donc parce qu'on sait faire, on a un savoir-faire. Et d'abord, on a fait un établissement super mignon et on sait faire derrière. Donc voilà, il y a des possibilités, mais si vous rachetez quelque chose qui fonctionne mal. Voilà. Sinon, vous n'aurez pas de valeur ajoutée, vous ne ferez pas de bonnes affaires derrière. D'accord. Et j'ai une dernière question pour finir. Justement, bah là, si tu perds tout ce que tu as, tu devrais repartir de zéro, qu'est-ce que tu ferais? Dans quoi tu te lancerais? Waouh, Attends, c'est une bonne écris là. c'est une bonne question. Tu parles du secteur d'activité sur lequel je me lancerai? Ouais, c'est qu'est-ce que tu ferais en fait? Tu repars de zéro, t'as tout perdu, tu pars de zéro avec tes connaissances, tes compétences. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ben, déjà, j'irai chercher toujours pareil ce qui me passionne, ce qui m'anime, ce que j'ai vraiment envie de faire. Donc, je partirai d'une passion, de quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Toi, je le ferai pas parce qu'il faut que je gagne de l'argent, donc je le ferai parce que j'ai envie. Et ensuite, j'irai plutôt sur un domaine que je connais, mais en cherchant des améliorations. Parce que si je perds tout, et c'est ce qui m'est arrivé, enfin, je n'ai pas tout perdu, mais j'ai perdu une bonne partie, c'est parce que je suis pas sur le bon chemin. Donc c'est peut-être parce que soit je suis pas sur le bon secteur, soit je sais pas. Et là, par exemple, nous, là où ça a clashé, c'est la construction bois. Donc c'était l'industrie, on avait des usines, etc. Donc c'était un secteur que je maîtrisais pas. Autant l'immobilier, j'étais toujours été bon, mais pas du tout dans l'industrie. Donc pour répondre à ta question, aujourd'hui, je repartirais sur le web parce que ça va vite. Il n'y a pas besoin d'argent, de beaucoup d'argent en fait pour démarrer sur le web. J'irai sur le web, je partagerai ma passion. Donc ma passion, c'est l'immobilier, c'est l'investissement immobilier. Donc c'est ce que je partagerai. Et voilà. Et je m'associerai aussi avec des personnes qui sont compétentes dans leur domaine. Je ferai une sorte de collectif pour repartir le plus rapidement possible. En tout cas, je partirai vraiment de ce que j'aime et de ce que j'ai envie de faire. D'accord. Ouais, c'est super intéressant. Super intéressant. Mais, je te remercie pour ce partage. Et, est-ce que justement tu aurais un dernier mot à partager aux personnes qui ont vu cette vidéo, qui nous voient actuellement, un conseil à faire passer? Alors, juste avant, j'ai vu une question. Là. Quel est le nom de ton hôtel à rénover ou rénover? C'est, pendant la deux au Pays Basque, c'est donc Alaya, l'hôtel Alaya. Vous pouvez regarder sur Internet. Et l'autre qu'on a repris là, il y a 8 mois, 7-8 mois, s'appelle l'hôtel Lastiri, voilà, qui est à Sarre. Ça, c'est les deux derniers. Un dernier mot pour les personnes qui nous écoutent. C'est ouais, prenez un moment pour vous, comme on disait tout à l'heure, pour vous intérioriser. Allez chercher vraiment au fond de vous ce qui vous anime. Allez chercher vraiment ce qui vous fait vibrer. Et c'est pas l'argent qui vous fait vibrer, c'est autre chose. C'est forcément autre chose. Et quand vous aurez trouvé ce autre chose qui vous fait vibrer, bah, l'argent va arriver. Donc prenez vraiment ce moment, mettez-le à profit. C'est pas par hasard en fait s'il y a cette crise du coronavirus. C'est pas par hasard si on est confiné, même s'il y a peut-être d'autres solutions, mais peu importe. Donc l'idée aujourd'hui, c'est pas de se battre contre le système, c'est pas de critiquer en permanence ce que font nos gouvernants, etc. C'est comme ça, c'est comme ça. Enfin, moi, je mets pas mon énergie là-dessus parce que je trouve que je perds mon énergie. Je mets mon énergie sur ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie d'apporter aux autres. Voilà, c'est ça. Donc prenez vraiment ce moment pour vous et mettez-le à profit. Ok, super. Bah, est-ce que tu pourrais nous partager justement où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de te contacter, échanger avec toi? Où est-ce qu'on peut te trouver? Oui, bien sûr, donc un peu partout sur les réseaux sociaux. Vous tapez Ludovic Bréant, donc Bréant c'est B-R-E-A-N-T. Voilà, vous tapez sur le web, vous allez me trouver un peu partout. Et j'aurais vraiment plaisir à. Alors, le réseau social que je privilégie, je dirais, c'est YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner même à la chaîne YouTube, à mettre un message sous les vidéos et je vous répondrai, ou échanger également sur Messenger, sur Facebook. Et voilà, je le ferai avec plaisir. Je vois, j'ai pas vu tous les commentaires, mais je vois des personnes qui m'ont rencontré apparemment il y a une dizaine d'années. Je peux répondre à une question, on a encore 2-3 minutes parce que je vois lorsque tu achètes une affaire, est-ce que tu achètes mur et fond? Ouais, alors bien sûr, en tant qu'investisseur immobilier, j'achète bien sûr mur et fond. J'achète pas des fonds de commerce, j'achète que bien sûr mur et fond. Éventuellement, j'achèterai les murs sans le fond en tant qu'investisseur, mais aujourd'hui c'est mur et fond. Les liens de ton établissement, de tes établissements, ouais, pareil, si vous tapez Hôtel Alaya, Hôtel Astiri, on a aussi l'Hôtel du Château
à La Rochelle. On a aussi un hôtel qui s'appelle Perle de Ré, donc dans l'île de Ré. Ok, bah écoute, voilà. Mais n'hésitez pas si vous voulez continuer les échanges avec moi, c'est avec grand plaisir sur le web, je le ferai avec plaisir. Je te partagerai justement ta chaîne YouTube s'ils veulent te retrouver, ton site internet. Donc voilà, je sais que tu es quelqu'un de très ouvert, accessible, donc c'est un plaisir de pouvoir échanger encore une fois avec toi. Et merci d'avoir accepté cette invitation et d'avoir partagé toute cette valeur, parce que je pense que là, tu as partagé beaucoup de clés liées à ton expérience, à ton parcours de vie, donc hyper enrichissant et encore une fois hyper inspirant. Bah, c'était vraiment un grand plaisir. J'ai eu vraiment un grand plaisir à échanger. Et puis, je trouve que ce que tu fais, c'est vraiment top, Steven. Tu es hyper inspirant. J'adore ta philosophie de vie et je trouve que à ton âge, déjà, avoir cette sagesse. Moi, j'aurais bien aimé l'avoir, toi, la sagesse que tu as à ton âge. Donc, c'est top. Bravo pour tout ce que tu fais, Steven. Ok, super. Bah, je te remercie encore une fois et on se revoit très vite. Ciao. À très bientôt.